Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Transculture, votre rendez-vous du coup de ce mois de février. Vu que c'est une émission qui est mensuelle, j'ai à mes côtés Virginie. Fidèle au poste, bonjour à toutes et tous. À la régie, nous avons Anne qui nous fait un coucou. Et en cette première heure, nous avons le plaisir de recevoir Alexia Carrington. Bonsoir Léa, bonsoir Virginie, bonsoir Anne. Bonsoir. Alors Alexia, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission Transculture. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette heure avec vous. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors moi c'est Alexia Carrington, donc je suis une drag queen de la région lyonnaise. Ça fait déjà quelques années que je suis à Lyon. Et moi, mon personnage est un mélange de glamour et d'humour avec une petite pointe d'impertinence. Voilà. Et que peux-tu nous dire sur ton parcours de vie ? Alors, mon parcours de vie, moi je suis originaire de la banlieue parisienne et je suis arrivé à Lyon en 2007, voilà, à la fin de mes études. Ça fait donc déjà maintenant bien 17 ans que je suis là, oui. Et puis j'ai découvert un peu le milieu drag à Lyon. J'ai été un peu drivé par des marraines drag fées, j'aime bien dire ça, des marraines drag fées, qui m'ont appris un petit peu à me maquiller, à me perruquer, à choisir des tenues, à sortir aussi comme ça. Donc ça a été vraiment des premières expériences que j'ai passées à Lyon. Voilà. Et ensuite, je suis sorti dans différentes soirées, mais j'ai jamais fait de scène, j'avais jamais osé faire de scène. Et je me suis lancé, c'est tout récent, l'année dernière, en 2023. Et je voulais rappeler qu'on a eu le contact d'Alexia, nous, à Transculture, par le biais d'Alex, oui, qu'on embrasse. Le petit danseur. Qu'on embrasse très fort. Et on t'embrasse, Alex, en effet. Ouais. Et du coup, quel est le lien un petit peu avec Alex ? Alex, on s'est rencontrés la première fois, ça devait être pour une garçon sauvage hors les murs qui se passait à l'hôtel Perrache. On avait dû se croiser quelques fois un petit peu dans quelques lieux de la communauté LGBTQIA+. Mais là, on a un petit peu discuté et c'est vrai que ça a été un coup de foudre. Après, on s'est aussi revus dans différents lieux et c'est un coup de foudre à la fois amical et aussi artistique. Parce que c'est une personne assez incroyable, avec un parcours de vie qui est fou, et surtout qui donne des très bons conseils. Donc vraiment, je suis ravi de pouvoir partager plein de choses avec lui, et puis peut-être aussi, dans le futur, pourquoi pas, la scène, ça serait avec grand plaisir en tout cas. En préparation de l'émission, tu m'as dit que tu avais un lien un petit peu avec l'association Contact. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Avec plaisir. Moi, quand j'ai fait mon coming out auprès de mes parents, qui s'est très très bien passé, j'ai des parents qui sont très ouverts, très tolérants, c'est même eux qui m'ont posé la question. J'avais regardé sur un livre en bibliothèque quand j'étais au lycée et qui parlait de l'association Contact, en fait, justement, qui était une association qui permet de renouer le dialogue entre les parents et les enfants LGBTQIA+. Et donc je me suis dit, vu que vous le prenez très très bien, et il y a des gens qui ne le prennent pas très bien, et je pense que votre témoignage peut être intéressant. Donc ils ont pris contact avec l'association Contact donc, à Paris, parce que moi j'étais là, à ce moment-là à Paris. Donc ils ont eu un premier entretien avec une personne, ensuite il y a une réunion ouverte, et j'ai participé avec une réunion ouverte, donc ça a été vraiment une rencontre de différents profils, puisque on avait aussi bien des enfants issus de la communauté LGBTQIA+, et des parents, mais des parents qui venaient aussi en mode de questionnement, en se disant pourquoi mon enfant est gay ou lesbienne, qu'est-ce que j'ai fait de mal, les fameuses questions qu'on se pose à chaque fois. Et les enfants, justement, alors les enfants, je dis les personnes qui étaient là de la communauté, eux demandaient, en disant, mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous d'accepter le fait de ma sexualité ? Enfin, c'était très intéressant et c'est comme ça qu'en échangeant, ça permettait d'apaiser les choses, de découvrir aussi pour les parents ce que c'était, de répondre à des questionnements. Moi, je sais que ma mère, même si très tolérante, a commencé à lire des bouquins, à connaître un peu le milieu, de se poser des questions, de se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon fils ?» et en fait, ça l'a rassurée. Et puis moi, ça a été vraiment
3 années, puisque on a fait 3 ans à Contact. Paris, moi, ça a été vraiment des rencontres incroyables. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères, des amis qui m'ont un petit peu chaperonné quand j'ai commencé à faire mes premières sorties en boîte et qui rassuraient mes parents en disant vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, il est avec nous. Et puis même eux, moi, ils m'ont un petit peu éduqué en me disant voilà, il y a différents lieux qui existent, il existe des saunas, voilà ce qui s'y passe. Si tu veux y aller, vas-y, mais si tu veux... Voilà. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'avoir un éventail de possibilités et de pas tomber dans des pièges en quelque sorte, d'avoir été un petit peu drivé, et ça, je la remercie énormément. Et pour la petite anecdote, avec Contact, pour mes parents, pendant 3 ans, donc on en a fait partie, mon père conduisait le char à la Gay Pride, parce qu'on avait un char, il y avait un char pour l'assaut. Moi, je décorais le char et on s'occupait de la musique, et ma mère distribuait les tracts et les bonbons. Ah oui, c'était vraiment la famille impliquée, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'était vraiment 3 ans ce qui était super. Et puis après, on a laissé la place à d'autres arrivants, parce que ça permet aussi une autre émulation. Donc, franchement, Contact. Et il y a une antenne à Lyon, si je dis pas de bêtises, normalement. Donc elle doit être certainement à l'intérêt LGBT, au centre inter-LGBT. D'accord. Elle doit faire des permanences. Je pense, avec d'autres associations comme l'autre cercle, par exemple. Oui, il y a l'autre cercle aussi, il y a plein d'autres associations, mais en tout cas, c'est pour les enfants qui aimeraient renouer le dialogue avec leurs parents ou qui ont du mal justement à discuter avec les parents, et inversement, des parents qui accepteraient mal ou qui acceptent bien, mais qui se posent des questions sur leur enfant qui est gay, lesbienne, bi, trans. Et c'est vraiment intéressant justement de pouvoir d'avoir cet espace-là, en tout cas, pour pouvoir discuter ensemble. Et puis même sur le sujet de la transidentité, j'avais participé sur Nantes avec l'association Contact à certains groupes pour aussi aider d'autres personnes concernées. Oui, c'est vrai. Et l'association Contact organise plusieurs, au moins une fois par mois, des groupes d'entraide. Donc si vous êtes une personne concernée par le milieu LGBTQIA+, n'hésitez pas à les contacter, même si vous êtes parent d'enfants concernés, n'hésitez pas à les joindre et aller les contacter sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet. Et moi je sais qu'en tout cas ça m'a permis justement avec c'était un vendredi par mois si je dis pas de bêtises, ça nous permettait de voir une autre personne d'une autre association. Donc ça nous permettait aussi de découvrir d'autres associations dans la communauté, et il y avait des belles rencontres qui se sont faites comme ça, donc l'autre cercle, Betrave Rim par exemple, pour les gays, lesbiens et bi-trans juifs, de confession juive. Voilà, il y a plein d'autres associations, même des associations sportives, et c'était bien justement d'avoir un peu cette émulation et de savoir un petit peu tout ce qui existe comme association au sein de notre communauté. Et tu parlais en intro que tu as découvert le milieu du drag, mais comment ça s'est passé? Est-ce que à travers le drag, il y a eu un petit questionnement sur le genre? Alors moi pour le drag, ça a été c'est une façon différente dans l'approche. En tout cas, moi comment j'ai découvert ça, c'est que à Paris, il y a une boîte qui s'appelle le Tango, la boîte à frissons, qui est une des plus vieilles boîtes parisiennes LGBTQIA+. Et ils organisent, alors je ne sais plus s'ils l'organisent encore, mais ils faisaient des balles des travelots à l'époque. Ça s'appelait le bal des travelots. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais ils font plein de soirées. Voilà. Et donc j'avais dit avec quelques amis de Contact, pourquoi pas la faire. Donc ça a été vraiment une première découverte d'un autre genre que le mien. Donc j'avais acheté des talons à tati, j'avais piqué une robe et un haut à ma mère et un sac à main. Et j'avais une amie qui était donc perruquière, coiffeuse, maquilleuse à l'Opéra de Paris, qui m'avait maquillée pour l'occasion. Mais j'avais pas mis de perruque, vraiment le strict minimum. Mais en me voyant et puis en voyant la réaction des autres, il y a eu ce questionnement en disant est-ce que tu es une fille, est-ce que tu es un garçon, il y avait un doute sacré. Oui, mais ça m'a vraiment plu. Il y a un petit côté grisant de fait de se cacher un peu derrière ce personnage. L'ambiguïté alors. L'ambiguïté est assez intéressante. En tout cas, moi, c'est jubilatoire en tout cas pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc j'ai un peu progressé là-dedans. J'ai commencé à acheter ma première perruque qui ressemblait à une coupe de Chantal Goya, mais c'était acheté dans un magasin de farce et attrape. Vraiment, c'est vraiment pas très très beau, mais j'ai commencé à sortir comme ça à Paris. Alors c'était 2-3 soirées, je me souviens. Il y avait le bal des interlopes qui existait, et puis j'ai fait quelques soirées entre amis. Puis après,
je suis parti de Paris, je suis arrivé sur Lyon, et sur Lyon, comme je disais, voilà, j'ai eu des marraines drag fées en quelque sorte, qui m'ont un petit peu dit, voilà, comment tu peux te maquiller, donc me maquiller différemment, comment faire son teint, des choses comme ça. Puis j'ai évolué au fur et à mesure des années, mais c'est vrai que j'ai un drag qui est très fishy, comme on dit dans le milieu drag, si je peux me permettre. C'est le côté fishy, c'est très ressemblant à une femme, ou sur le côté très beauty queen, en quelque sorte, si je peux me permettre. Alors c'est vrai qu'on peut me reprocher des fois d'avoir un œil pas assez drag, par exemple, de pas être peut-être assez dans une féminité très très exacerbée, parce que le drag, justement le drag queen en tout cas, c'est de prendre les attributs féminins et de les pousser au maximum sur le curseur. Comme fait un drag king, par exemple, va utiliser les mêmes j'allais dire, mécaniques. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que ça m'a permis d'approcher le genre féminin sous un autre angle. Ça, ouais. En étant drag, on l'apprend vraiment différemment. Mais du coup, tu étais finalement dès le début dans une logique de drag et de mise en scène, ou est-ce que c'était du travestissement qui parfois devenait du drag? Non, je crois que ça a toujours été du drag, parce que je l'ai toujours pris comme un personnage. Okay. Alexia, c'est un personnage, Alexia Carrington. Dès le début de ton parcours identitaire, transidentitaire. Oui, parce que justement, ma mère m'a posé la question. Okay. Ma mère, elle a eu très très peur à un moment en me disant, mais est-ce que tu veux changer de sexe? Est-ce que tu serais pas trans? Et je lui ai dit non, pas du tout. Et on a eu cette discussion. C'est du spectacle. C'est un personnage, c'est du spectacle. Et c'était fait très grisant de dire, je me cache. Faut pas se leurrer, je me cache, et Alexia me permet de dire des choses que Loïc ne se permettrait pas dans la vie de tous les jours. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais quand tu sors de scène, tu redeviens... Ouais. Ok. Ouais. Voilà, Alexia, elle va exister une fois que la perruque est mise, les robes, les accessoires. Alexia est là, Alexia Carrington est présente. Et puis une fois qu'on enlève la perruque, on enlève tout, les accessoires, on se démaquille, c'est de nouveau Loïc. D'accord. Et c'est plus du tout la même personne. D'accord. Est-ce qu'il y a justement quand on fait du drag et qu'on incarne du coup un personnage en spectacle et du coup en off, quand on retire tous les strass et maquillage et tout. On appelle ça dédraguer. Je vais faire du dédrague. Je connaissais pas le verbe, mais du coup, je veux savoir s'il y avait une sorte de... comme s'il y avait deux caractères différents, comme deux personnalités finalement, une personnalité avec tel caractère, et puis du coup sans l'artifice, une autre personne. Oui. Oui. Les fondamentaux sont là. Voilà, mais c'est vrai que Alexia Carrington me permet peut-être de dire des choses ou de faire des choses que Loïc n'oserait pas, tout simplement. Ça, c'est sûr. Alexia, elle peut être impertinente, elle aime bien charmer. Moi, ça m'est arrivé de dragouiller en étant Alexia, mais jamais au-delà, parce que pour moi, j'aime bien le dire, Alexia, c'est un personnage de scène, elle n'a pas de sexualité. Elle n'a pas vocation à avoir des relations sexuelles. Ça, c'est clair. Et ça m'est déjà arrivé sur Instagram d'avoir des personnes qui ont des envies... des propositions. Et de leur expliquer qu'en fait, je suis un personnage. Et qu'il est hors de question. En tout cas, moi, je ne me vois pas avoir des relations sexuelles en étant, moi, personnellement. D'avoir des relations, en tout cas en étant Alexia. Mais quand tu dis le moi, il faut préciser de quel moi il s'agit. En étant Alexia. Okay, d'accord. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu te considères transidentitaire ou pas? Non, moi, comme je dis, je suis Loïc, c'est un garçon homosexuel cisgenre. Voilà, et Alexia est un personnage, un personnage drague. Voilà. Okay, non, vraiment. C'est clair. Oui, puis c'est clair aussi pour moi, c'est clair dans mon couple aussi. Donc oui, je m'amuse beaucoup. Par contre, ça c'est sûr. Je m'amuse énormément. Il y a des situations qui sont géniales et que j'ai vécues en étant en drague que j'aurais pas vécu en étant un garçon. Ça c'est sûr. Et est-ce que quand tu as commencé le drag, est-ce que pour toi ça a été comme une révélation? Est-ce que ça a été une révélation? Je pense que ça a été une révélation, oui, surtout de voir que les gens interagissaient avec moi de manière différente. L'approche était différente.
les hommes n'aiment pas me parler de la même façon, ou même les filles ne viennent pas me parler de la même façon. C'est vrai, c'est assez fou. On a des questions qu'on me pose qu'on ne me poserait pas quand je suis en Loïc. Ouais, en lambda, c'est sûr. Donc oui, il y a vraiment ce côté assez intéressant de voir l'approche et comment les gens approchent différemment et l'échange est différent, ça c'est sûr, ouais, complètement. Je propose de faire une petite coupure musicale parce que je trouve que cette musique représente bien finalement cette révélation. Jessie Ware, Free Yourself. Jessie Ware, Free Yourself. 1, dans 3, 2, 1. Et nous sommes de retour avec Alexia et puis Virginie qui se promènent dans le studio. Mais nous sommes bien là, nous sommes en direct sur Transculture avec Alexia. Et Alexia, tu nous disais durant cette coupure que cette musique est particulière pour toi. Oui. Free Yourself de Jessie Ware, ça a été vraiment la chanson que j'ai utilisée pour ma première scène il y a un an. C'est une musique qui est très très forte, qui est entraînante, mais surtout avec un message Free Yourself, quoi, libère-toi. Ouais. Donc c'était vraiment assez intéressant de l'utiliser et de pouvoir m'amuser sur scène, et ça a été vraiment une révélation. Et surtout une révélation artistique parce que cette chanteuse est incroyable. Et récemment, tu as fait le concours Draguignon 2024 où tu as été élue première dauphine, donc déjà félicitations. Ah bah oui, carrément. Merci beaucoup. Extraordinaire. Hein. Et du coup, comment ça s'est passé le concours ? Mais écoute, ça s'est super bien passé. En fait, c'est un concours qui a lieu annuellement, ça fait déjà 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, 4-5 ans qu'il existe. Il a été remanié cette année avec une nouvelle équipe et avec l'association Draguignon. Voilà, donc on était 11 participants et participantes, parce qu'il faut savoir que, à l'inverse des précédents concours, cette fois-ci, le concours était ouvert aussi bien aux drag queens, aux drag kings et aux drag queer. Ouais.
drag queer, mais créature, club kid, voilà. Et donc il y a eu 40 personnes qui ont déposé un dossier, en quelque sorte, qui ont candidaté. Et sur les 40, il y en a 11 qui ont été retenus. Et donc parmi les 11, il y avait un drag king. D'accord. Parce qu'il n'y avait qu'un seul drag king d'ailleurs qui a postulé sur les 40 participants. Donc l'année prochaine, plus de drag king avec grand plaisir. C'était un concours qui se passait en différentes épreuves. Il y avait un concours de présentation, où il fallait une présentation orale, il y avait une présentation scénique, et après il y avait un talent show. Et à l'issue de tout ça, il y avait un jury composé de 6 personnes, multiples. On avait une drague, on avait une influenceuse mode beauté, on avait un maquilleur, une personne, un chorégraphe, des pros, quoi. Nicolas Fafiotte aussi pour les robes, Lola Vegas donc qui était présidente du jury, je ne veux pas dire de bêtises, Fred pour le maquillage, et on avait Quentin D. Qui est une drague, je veux dire drag queer, drag king, drag queen et surtout circassien. Voilà, donc avec une carrière artistique déjà très très grande. Donc oui, c'était intéressant. Et puis aller dessus, en tout cas, de la présentation et du talent show. Ensuite, il y avait des éliminations pour se retrouver de 11 à 4. Ensuite, on était... j'ai fait partie des 4. Le carré. Et ensuite, il y avait une question au hasard qui portait sur la communauté LGBT ou sur le monde du drag. Ensuite, vote du public, puisqu'il y avait, si je dis pas de bêtises, 350 ou 400 personnes aux terrasses du parc. Ouais. Ça s'est fait aux terrasses du parc, qui ont voté pour dire sur les 4 votre préféré. Et donc à l'issue de ce vote, il y a eu une nouvelle élimination. Donc on était 3. Le trio. Et ensuite, suspense, là. Et là après c'était le lip sync final. On était 3 sur scène à lip syncer sur la même chanson. Il y avait, en fait, on savait en amont qu'il y avait 3 chansons qui avaient été tirées au sort, qui étaient Je sais de Scheim et Stromae. C'était tous les mêmes. Donc deux mondes totalement différents. Et donc c'est Scheim qui a été choisi d'une main innocente, et on a performé sur Scheim, et c'est ce qui a permis de départager qui était première de file. Les 3 ensemble. Les 3 ensemble, exactement, sur scène. Il fallait jouer des coudes. Oui, sûrement. Qui serait en tout cas... voilà, et donc on a Proseka qui a remporté le concours, que j'embrasse très très fort, qui est donc Miss Drag Lyon 2024 et Miss Drag France Lyon édition 2024. Moi en tant que première dauphine, et puis aussi Estelle Roderer qui est deuxième dauphine, que j'embrasse très très fort aussi. Ouais. Et moi je me posais toujours la question dans les concours drag, comment ça se passe pour se changer aussi rapidement, pour se maquiller, démaquiller, changer de perruque et tout. Comment ça se passe? En fait, j'essaie de me mettre à votre place dans les coulisses, enfin dans les loges. Comment ça se passe pour que ça aille aussi vite et aussi... Déjà, j'imagine que le temps de maquillage, ça prend énormément de temps. Oui. On peut aussi mettre ça en parallèle, par exemple, avec un show drag. C'est la même chose. Moi, je sais que pour avoir fait les deux, là, ce qui était plus agréable avec le concours, c'est que les loges étaient certes petites, elles étaient toutes en enfilade, mais on avait du temps, puisque comme on était 11 à passer, donc on a quand même du temps, on avait un numéro, donc voilà, on avait du temps pour se préparer, du temps pour changer, et puis c'est réfléchi en amont, puisqu'en amont, on savait déjà quelles étaient les épreuves qu'on avait à passer. Quand on fait un spectacle, c'est aussi pareil, c'est une grosse préparation. Moi, j'ai fait des spectacles où, par exemple, on était dans le local poubelle pour changer. Donc, faut le faire avec peu de place, peu de moyens. Et le temps, on essaye, on se dit, il faut que je trouve des numéros qui me permettent soit de changer des choses. Alors, par exemple, on a des multicouches, donc on prévoit une robe en dessous l'autre, comme ça on a juste à l'enlever, et puis et on espère que les copines et les copains font des numéros de 5-6 minutes pour histoire de changer les chaussures. Mais c'est comme tout spectacle, c'est préparé en amont, c'est du sport.
Donc, c'est de la performance. Ouais, c'est exactement ça. C'est des artistes. Hein. Les drags sont des artistes et c'est de la vraie performance. Ouais, et c'est vraiment une performance qui est à la fois scénique et puis aussi il y a tout un travail derrière parce que les gens pensent que tout est beau quand on est sur scène, mais il faut aussi prévoir derrière les tenues. Il y a des gens qui font eux-mêmes leurs perruques, eux-mêmes leur tenue. Donc il y a tout ce préparatif, le choix des chansons aussi, qu'il faut des fois retravailler parce qu'il y a des temps qui sont un peu mous, ça va pas forcément avec ce qu'on avait envie comme dynamique dans le numéro. Puis il y a aussi des fois de la chorégraphie pour celles qui veulent danser. Moi je sais que des fois je prévois de la choré. Il y a vraiment un travail en amont, de réfléchir en amont et puis d'essayer aussi d'avoir des numéros qui correspondent par rapport à ce que je veux faire ressentir au public. Et donc avec des tenues qui collent avec le numéro. Donc, c'est vraiment tout un travail en amont. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Plus le maquillage, mais ça on n'en parlera pas, ça prend des heures, surtout pour moi. et justement, en parlant de performance, ça nécessite combien de temps à peu près de préparation ? En tout et pour tout, si on parle d'un numéro... Oui. Enfin, alors après, j'imagine que par exemple pour le lip sync, ça doit dépendre de combien tu prévois de chansons, etc. Oui. Donc, on va dire, je ne veux pas dire de bêtises, mais par exemple pour les tenues, s'il faut peut-être prévoir à l'avance, ou des fois on les a. Donc j'ai envie de dire, si on veut faire un numéro, si on veut créer un numéro et on le veut qu'il soit bien et qu'il soit parfait, je pense qu'il faut le travailler en 1 semaine. Si on veut quelque chose qui soit abouti. Pas en s'y mettant H24 dessus, mais c'est-à-dire faire un test make-up par rapport à un numéro, faire un test perruque, faire un test coiffure, faire un test vêtements, accessoires, chaussures, voir la choré si on peut. Moi je sais que par exemple je me suis amusé à refaire une Mylène Farmer, il faut revérifier la choré, il faut essayer de trouver aussi des moments ou des passages où la choré convienne. Donc ouais, je pense que plus le lip sync, parce que des fois le lip sync en français, mais surtout le lip sync dans une langue étrangère, moi je sais que je suis pas bilingue. Donc, il faut apprendre le texte. Il faut apprendre le texte, puis des fois aussi il faut comprendre le texte, parce que des fois on dit tiens cette chanson elle me plaît, puis on dit le texte, puis on se dit ah bah non ça va pas du tout. Non. Ça va pas du tout, au contraire, comme Free Yourself ça parle énormément. Mais je pense qu'en s'y mettant, si on va faire un numéro complet, une semaine ça me paraît bien. En tout cas, moi en tout cas une semaine de travail. Ouais. Parce que par exemple, quand il y a un contact avec une salle pour un événement quelconque, est-ce que l'organisateur ou du coup dit à peu près voilà, ça va prendre tant de temps, comment c'est cadré niveau organisation, ça doit dépendre? Ça va dépendre de chacun, de certains organisateurs, ça va dépendre, c'est comme un directeur ou une directrice d'une salle de spectacle. Un producteur, voilà, voilà, donc on a certains qui disent, moi vous avez tant de scènes, ça va être de telle heure à telle heure avec une pause, de telle heure à telle heure on reprend et on sait que si on a une demi-heure, on peut passer 6 numéros entre 3 et 5 minutes. Voilà, on essaye de... D'accord, tes numéros, toi le format c'est 3 à 5 minutes. Ouais. Ok. Ça reste généralement le temps d'une chanson. En fait, oui. C'est ça. Alors, il y a des numéros qui peuvent aller qui sont un petit peu plus lents, des numéros qui sont un peu plus rapides, mais c'est pas toujours avec un fond sonore, si. Pour moi, si. Pour toi, si. Fond sonore, oui. Alors après, il y a des gens, par exemple, on a eu, moi j'ai découvert des artistes formidables avec le concours Drag France 2024. La Vépérine, par exemple, qui fait du stand-up. Et donc qui a fait un texte engagé et très beau et très drôle. Et qui donc parle avec son micro, voilà, exactement, voilà. Et fait son numéro. Arcide Alma aussi, qui chante en live. On a des drags qui chantent en live. Brûlant Zizi aussi, par exemple, Drag King, qui a chanté en live. Oui, on a plein de possibilités de numéros. Alors moi, pour l'instant, c'est beaucoup plus du playback et du lip sync et de la danse. Mais le chant, pourquoi pas, ça me plairait bien. J'en parlais justement avec mon chéri cette semaine. J'entendais des gens qui chantaient du jazz et je trouvais ça peut-être très intéressant d'avoir... moi j'adore la musique, j'ai fait mon conservatoire de musique, j'ai chanté, j'ai fait beaucoup de chant choral. Ah oui, donc ça serait... donc je me dis, pourquoi pas tout à fait le bagage pour pouvoir le faire, quoi. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas chauffé la voix, mais je me dis, ça serait très drôle Enfin, en tout cas, moi, ça me plairait bien, peut-être, de faire du chant live en étant drague. Oui, si tu as le background pour le faire. Ce serait peut-être
un projet à creuser, ouais. Et comme le théâtre aussi. Moi, je sais que j'ai fait un peu de café-théâtre quand je suis arrivé sur Lyon. La scène, ça plaît bien. De toute façon, faut pas oublier, un personnage drague, ça reste du théâtre aussi. Oui, c'est très théâtralisé. C'est ça. Donc, pourquoi pas. Il y a plein de choses. En fait, on est assez libre. C'est ça que je m'aperçois qu'en étant artiste drague, on est quand même très, très libre. Il y a énormément de possibilités, en fait. Oui. Peut-être beaucoup plus que dans des expressions artistiques plus classiques. Tu es musicien, musicienne, tu fais de la musique, quoi. Tu vas pas faire du théâtre, tu racontes pas des blagues, quoi. Enfin, ou alors ça dure pas longtemps. Il y a des artistes qui font des très bonnes blagues, moi que j'ai pu voir en live. Entre les morceaux, oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont capables vraiment de tenir la salle pendant 5 minutes à raconter des trucs. C'est un peu les exceptions quand même. Oui. Alors qu'effectivement, le drag, comment on dit, le drag kina, non, c'est pardon le pour drag. le néologisme. Je pense plutôt horrible, le drag. Plutôt le drag, drag. En général, parce qu'il va regrouper vraiment, comme je dirais, la pluralité des différentes. Le drag, c'est un sens très très large. D'accord. Donc pour le drag, effectivement. Il y a une largeur Sky is the limit. No limit. Sky is the limit. Ouais, sky is the limit. En effet, c'est vrai que on peut se dire que tout est possible. Mais, par exemple, Quentin D, comme on disait, qui est circassien, donc il y a quand même des équilibres. Il y a des numéros d'équilibre. Enfin, il y a vraiment, je pense qu'on est, c'est un éventail qui est très très large et on peut vraiment s'amuser. Ça peut être donc plein de possibilités à voir. Et je voulais savoir un peu, quand on est première dauphine d'un événement comme celui-ci, est-ce qu'on a accès à des contacts médiatiques? Est-ce qu'on a accès à... est-ce que ça t'ouvre des opportunités pour faire des performances dans d'autres lieux? Alors, médiatique, la preuve, je suis invité ici et ça fait vraiment plaisir de partager. Et quelle invitation! Vraiment, c'est vraiment agréable. Donc médiatique, on va dire oui. Puis je suis passé aussi sur BFM, par exemple, pendant l'organisation du concours. BFM est passé. Je crois qu'il y a un podcast aussi, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai oublié, qui a fait aussi des interviews des différentes participantes et participants pendant le concours. Donc médiatique, oui, une petite couverture médiatique, ça c'est sûr, mais un petit peu plus quand même pour Proseca, c'est quand même la gagnante, donc je sais qu'elle a eu son article dans le Progrès. Okay. Ça c'est cool. Et après, en termes de possibilités de contact pour des événements, oui, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier que c'est comme tout artiste, il faut décrocher le téléphone, il faut se relever les manches. Voilà, parce que ce que disent les gens en disant « Ah oui, on va t'inviter » ou « Ça serait intéressant de faire quoi ?» Mais il faut y aller. Oui, ça ne tombe pas tout cuit. C'est un gros travail de relance. C'est un travail d'artiste, c'est-à-dire si on veut vraiment en vivre déjà... pour le coup, c'est du management d'artiste, là. Oui, je pense que... l'artiste peut le faire, Oui, mais à un moment donné aussi où il peut pas être au four et au moulin, il peut conduire le camion aussi. C'est ça. Il y a des dragues qui sont complètes. Mais moi je sais que par exemple là je regardais justement Piche, qui est une des participantes de Drag Race, de RuPaul Drag Race France de la 2e saison, qui disait là justement j'ai un producteur maintenant. Donc, si vous voulez me booker sur des événements, passez par ma boîte de production. Mais là, on sait qu'on est sur des gens qui ont déjà... il faut arriver à un certain niveau de notoriété, de finance aussi. Parce que tout ça, il faut avoir un producteur, il faut qu'il puisse se rémunérer. Donc, il faut qu'il y ait du chiffre. Ah oui, mais comme disait Lola Vegas et Victoria Idol, qui sont donc Lola Vegas qui était la présidente du jury et Victoria Idol qui présentait le concours avec Maria Stratton. Il faut pas, elle nous disait, si vous voulez en vivre, oubliez tout de suite. On ne vit pas on vit pas en tant qu'artiste de drague. C'est un plaisir, c'est un choix de métier qui est super beau, qui est avec des belles expériences. Mais on va pas être riche comme Crédus. Et puis, surtout, ça coûte cher d'être drague. Parce que ça coûte très très cher. Entre le maquillage, les coiffures, les perruques, on dégage un fric fou pour faire briller les yeux des gens. Parce que c'est quoi ton budget mensuel J'ai pas de budget mensuel parce que... L'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, par exemple, pour le concours, si, on peut dire, pour le concours, je sais que j'ai sorti bien 500 €. De tenue et de perruque. Et je pense que je suis, en tout cas,
dans la moyenne. Il y a des gens qui ont peut-être sorti plus et des gens peut-être un peu moins, mais oui, en moyenne, moi j'ai sorti 500 €. Je sais que par exemple, j'avais une perruque que j'ai fait faire par un perruquier en Allemagne. Rien que cette perruque, on était déjà à 250 €. Donc, oui. Et puis après, si on veut travailler avec des couturiers, bah oui, pareil, pour des tenues, parce que c'est des tenues de scène, bah, il faut. Ça peut vite. C'est des budgets énormes. Bah, comme disait Piche, par exemple, je reprends son exemple, elle l'a dit, RuPaul Drag Race, ça lui a coûté 15 000 € de préparation. Alors après, derrière, il faut justement faire des dates pour rembourser tout ça. Ça, c'est sûr. Ça envoie derrière. Il faut que ça envoie du pâté. Je vais proposer une coupure musicale avec Monica Liu, Sentimental. C'est pas Laura Branigan, Gloria. Ah, pardon. Nous allons continuer l'interview et nous sommes toujours en direct sur Transculture. C'est reparti. Alexia. Bonsoir. Non, Régie. Bonjour. Alors, aussi, je voulais parler parce qu'on a vu, comme on a préparé aussi l'émission en off, bien sûr, dans les coulisses de l'émission Transculture. Tu voulais aussi nous évoquer que ça t'a permis en fait aussi le drag par rapport à l'équité homme-femme.
L'égalité aux femmes. L'égalité homme-femme. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme quoi on vit chacun ses expériences, mais c'est vrai que en expérimentant le genre, en étant drague, ça m'a permis de comprendre aussi pas mal de choses au niveau des filles, au niveau surtout de mes amis. Moi, je me souviens que avant, je comprenais pas que les filles mettent pas de talons, veulent pas se maquiller. Enfin, c'est Loïc qui comprenait c'est Loïc, pas. exactement. Okay. Enfin, Loïc, il adorait la mode, il adore toujours la mode, mais c'est vrai que... Et donc forcément, comme dans la mode, ce qu'on voit, on voit des gens ultra maquillés, ultra branchés et tout, et je ne comprenais pas pourquoi mes copines disaient « Ah mais non, j'ai pas envie de me mettre des talons, j'ai pas envie de... » La première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est enlever mon soutif, je disais « C'est dommage, t'es tellement plus mignonne. » En plus, voilà, je me suis aperçu que j'avais vraiment des réactions de misogynes, en disant tu passerais bien avec des petits talons et tout, mais parce que je voyais vraiment le potentiel de beauté qu'il pouvait y avoir, en me disant, mais sans vraiment avoir d'avoir un côté très malsain derrière, ou en tout cas d'être méchant. En étant en drague, moi je comprends pourquoi maintenant en fait les copines me disent j'enlève mon soutif quand j'arrive, je mets tes baskets et puis le maquillage mollo. Parce qu'au quotidien c'est juste infernal quoi. Et c'est des injonctions qu'on fait aux femmes tous les jours, comme par exemple comme certains travaillent, on leur demande absolument d'être en talons ou d'être maquillées. Et en fait je leur dis mais en fait maintenant oui ça m'a fait prendre conscience. Une journée en talons maquillés, mais c'est un enfer. Mais on devrait demander aux mecs hétéros, ou même aux hommes en tout cas de le faire. Une semaine, où on en parlait au téléphone, de se dire pendant une semaine, mon coco, tu vas mettre des talons, tu vas te maquiller tous les matins, tu vas te mettre une jupe parce que tu sais, ton patron préfère que tu mettes une jupe, et un soutif, puis tu vas faire ta journée de boulot comme ça, puis après récupérer les gosses, faire le conduire. 2-3 paires de collants à 15 balles, c'est ça. Fait un petit budget à la fin de la semaine. Et en fait, ils s'apercevraient en fait, que ces injonctions, elles sont pas agréables. Non, c'est sûr. Donc oui, c'est vraiment Elles sont contraignantes. Et c'est pas forcément que du plaisir au quotidien, quoi. Il y a des personnes qui en retirent de plaisir et qui c'est surtout les autres, quoi. Oui. Surtout les hommes. Mais il y a des filles aussi qui adorent se maquiller, qui adorent mettre des talons. Voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est pas imposé, à partir du moment que c'est jamais imposé et que c'est un vrai plaisir pour la personne, mais c'est comme certains garçons, par exemple. Alors ça commence de moins en moins, mais on demande dans certains milieux de se raser. Il faut pas se raser. Moi, je sais que quand j'ai commencé la vente en tant que Loïc, quand je bossais en tant que vendeur, on me disait faut vous raser tous les jours. Dans beaucoup de métiers encore. Hein, dès qu'il y a une relation client en direct. C'est ça. Soit se raser, soit avoir une jolie barbe bien taillée. Et, alors qu'on est... Qui est un entretien énorme aussi. Donc, et puis on se dit, le client en face de moi, il prend pas forcément soin de lui. Ça, c'est sûr. Hein. Donc oui, c'est des injonctions qu'on demande aux autres, et autant leur faire tester un peu tout ça. Et, mais en tout cas, j'ai pris vraiment conscience, et puis ça m'a permis de pouvoir de voir de comprendre mes copines aussi, et de devenir de plus en plus un soutien pour mes copines. De prendre leur défense et puis d'expliquer aux garçons que ça va bien à un moment, quoi. Puis en même temps, en étant drague, moi je sais que j'ai vécu des situations que pouvait vivre n'importe quelle personne du genre féminin. On a des choses des fois qui sont pas très agréables, les personnes qui veulent nous toucher les fesses, nous parler, nous insulter, et on comprend en fait, on se dit ah ouais, en fait mes copines elles subissent ça aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas que les talons, le maquillage, il y a aussi toute la problématique de la position, du statut de la femme dans l'espace public, social, où on leur coupe la parole, où elles ne sont pas crédibles, elles sont décrédibilisées, où après c'est toutes les problématiques professionnelles, elles sont payées X% moins cher, moins que la moyenne des hommes, etc. quoi. La liste est infinie. La liste est longue, et c'est vrai que le drag m'a ouvert, vraiment je peux remercier Alexia Carrington là-dessus, de m'avoir ouvert les yeux sur ça, sur ces problématiques, et de devenir un allié. Donc tu es devenue féministe finalement. Je l'étais déjà un petit peu, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plus du fait de vivre ces expériences. Oui, c'est ça. Et de se dire, dans l'espace public, et du coup, est-ce que ça impacte ton spectacle d'une manière ou d'une autre? Alors ça n'a
pas forcément impacté mon spectacle parce que moi, mes numéros, ils sont... influencés, puis je dirais plutôt. Mais par contre, je vais faire quand même beaucoup plus attention sur les filles qui viennent me voir, par exemple, pendant les spectacles. Oui, même en général, voir que tout le monde de la communauté se sente bien. Se faire des espaces safe, c'est important. Je pense que... Et peut-être que parce que le drag, c'est une caricature. C'est ça. À la base, c'est ça. Oui, c'est une caricature. Et la caricature, elle peut être soit bienveillante, soit malveillante. C'est vrai. C'est vrai. Et peut-être, probablement, ça t'a amené davantage vers une caricature plus bienveillante envers les femmes. Oui. Puis après, faut pas. Moi, je le dis toujours, être drague, en tout cas pour moi, c'est pas qu'une transformation physique, c'est l'expression de soi. C'est-à-dire, c'est une expression d'une partie de Loïc. Il y a donc une dualité chez toi. Oui. Okay. Il y a aussi des choses qui... Après, forcément, elles se rejoignent. Il y a des choses qui se complètent. Mais oui, comme je disais, Alexia, elle se permet de dire des choses qu'elle permettrait pas, que Loïc ne se permettrait pas. Ou de faire des actions de voilà. Ça m'est arrivé des fois de dire à un mec, non, tu me dis pas ça, ou tu dis pas ça à une fille. Alors, est-ce qu'en garçon, j'aurais été... je me serais senti un petit peu plus concerné ou pas. Voilà, c'est toute la question. Dans l'idéal, ça serait bien. Ça serait génial. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas aussi simple que ça, exactement. Ouais. Pour poursuivre, là on parlait justement des inégalités hommes-femmes, des agressions, de la misogynie, mais aussi je voulais savoir si ça existait aussi dans le milieu drag. Est-ce qu'il y a des personnes que tu connais ou toi à qui ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser par d'autres dragues ou en étant dans un show drag dans un show drag et dans n'importe quel contexte. Oui, oui, moi ça m'est arrivé c'était au mois de décembre, j'ai fait un street show, donc c'est-à-dire de faire un show dans la rue. Ah oui. Donc c'est à Lyon. À Lyon, ouais. Sur les pentes. Non, sur les pentes. C'était pas trop loin de la rue Romarin. Donc voilà, c'était pour c'était pour la journée de sensibilisation au VIH, la lutte contre le sida. Et donc, on nous avait demandé de faire avec une copine, drague, Gorka, la Gorka, de faire donc un spectacle. Donc c'était pour le centre de santé sexuelle, le Griffon. Le Griffon. Voilà. Et donc, on fait nos numéros. Alors, en plus, il faisait un temps épouvantable, un froid glacial. On était sous des bâches. C'est là aussi, drag, c'est aussi être tout-terrain. Sûrement. Et donc, on avait des gens, on avait un public qui était là, vraiment merci, quoi. Avec le froid et la pluie, ça donnait pas envie de rester. Mais bon, on avait un petit public qui était là, qui applaudissait, qui interagissait avec nous. C'était hyper agréable. Donc, quand on a terminé notre spectacle, moi, ça me paraît normal aussi de descendre et en tout cas de sortir des loges et de dire merci aux gens parce que sans eux, s'ils viennent pas nous voir, on n'a pas de visibilité, on n'existe pas en fait. Donc il y avait surtout beaucoup de filles, donc ça me faisait vraiment plaisir et j'ai commencé à aller voir les filles en disant merci, en plus il fait pas chaud, super agréable, j'espère que ça vous a plu et tout. Et là, il y a un mec qui a coupé la parole, qui est sorti de nulle part en disant toi et ta bite, je te baise. Alors, donc je lui dis non, déjà tu vas pas me dire ça. Et les filles autour de moi sont restées un petit peu interloquées aussi. Et puis il a commencé à m'approcher. Et je lui dis donc tu ne me touches pas. Voilà. Et je ne te donne pas la permission, donc tu ne me touches pas. Et puis il me dit fais-moi un bisou. Je fais non en fait, je ne t'embrasserai pas, vu ce que tu viens de me dire en fait. Et puis je suis désolée pour tout le monde parce que je vais partir. Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que s'il faut enlever la perruque, enlever la talon et taper, ça me dérange pas. Mais ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis dit à cause d'un con comme lui, on peut vraiment dire les choses. Toutes les filles qui étaient restées et que j'avais envie de discuter avec elles et vraiment de passer un moment d'échange, parce que pour moi aussi, le drag, c'est un moment aussi d'échange avec les gens. Ça a été coupé et c'était à cause d'un trou du cul qui voulait faire son intéressant, quoi. Lui, il a tout perdu, de toute façon. Mais ça m'a vraiment fait de la peine pour les filles, en tout cas, et les personnes qui étaient restées pour discuter et pour échanger. Donc oui, comme toujours, on n'est pas safe dans nos espaces. On essaye de faire très attention. Ça nous est arrivé pour un autre street show, par exemple, d'avoir une personne qui agressait... qui commençait à être violent verbalement envers une jeune fille.
Bon, bah, il a été sorti, il y avait le service d'ordre, on l'a sorti. Puis et c'est vrai que oui, il y a des gens qui peuvent être problématiques. On essaye de faire en sorte de faire des lieux safe. Il y a toujours un oui, moment surtout où dans les environnements publics, plein air, ouvert, où c'est pas évident de gérer. Mais même un événement privé, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quand on fait un événement privé, on ne sait pas qui c'est qui va venir nous voir. Et puis il suffit qu'il y a des gens qui sont un peu qui ont l'alcool mauvais et tout ça et qui tout d'un coup qui pètent un plomb, tu sais pas pourquoi. C'est ça. Et qui viennent. Et ça gâche le plaisir de tout le monde. C'est ça. Puis qui mettent là. Moi, je me souviens par exemple à NGS qui était encore hors les murs. Cette fois-ci, c'était à l'auditorium, une fête incroyable. Et donc, ils avaient fait le parvis, ils l'avaient un peu cloisonné pour que les gens puissent fumer et puis prendre l'air. Et donc, une personne qui était du public, gentiment, voulait mettre la main dans l'entrejambe pour voir si j'avais une chatte. Mais je lui ai dit, mais en fait, tu ne me pose-moi la question. Et puis, enfin, je te dirais non déjà. Et ça fait déjà 3 fois que je te dis que non, je ne suis pas transgenre. Alors que le mec, comme on se dit, voilà, la discussion était très agréable au début, mais ça virait sur était sain et machin. Mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, finalement, ça va rejoindre aussi toutes les agressions qu'on peut subir en tant que femme trans. Ah oui. Toutes les questions, t'as quoi entre les jambes, est-ce que ta poitrine, elle est en silicone ou elle est naturelle. Non, mais toutes ces questions-là, où ça ne regarde personne, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, la dernière fois, mon chéri m'attendait au bar et il y a une nana qui est venue le voir en disant tiens, en fait, il discute et puis il lui dit qu'en fait, sa chérie, c'est Alexa Carrington. Et elle commence à lui dire mais tes phrases, mais elle est opérée, les machins, mais tu ne poses pas cette question, en fait. Et même la part d'une femme, c'est des fois, ils pensent bien faire, mais c'est lourd, quoi. C'est étonnant comme ça libère des expressions de frustration, des choses qui sortent pas normalement de la bouche des gens, et puis, pof, d'un coup, là, ça sort. Mais oui. C'est étonnant. Oui. Moi, ça m'est arrivé dans des soirées de devoir faire de la de la communication, de devoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'était une personne transgenre, qu'est-ce qu'était une personne intersexe, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire dans l'espace. De la pédagogie. J'aime bien être pédagogue. Moi, en tout cas, ça me dérange pas d'être pédagogue et surtout de dire, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des personnes transgenres, de rencontrer des personnes intersexes, de savoir la différence, d'avoir aussi en quelque sorte, de très jeune, de pouvoir vivre ces expériences et de savoir ce que c'est. Et donc, je peux concevoir des fois que vous en avez marre quand vous posez ces questions. Et dans ce cas-là, moi, je veux bien être pédagogue et leur dire alors attends, mon coco, viens avec moi, on va se poser. Tu me payes un verre et puis je vais t'expliquer un peu la vie. Et surtout, les questions que tu ne vas pas poser, parce que tu as peut-être des questions qui sont peut-être légitimes, mais elles ne peuvent pas être posées comme ça, brûle pour point. Puis il faut juste apprendre que des fois, ta curiosité, elle n'est pas belle. Elle peut être très mal placée. Et elle est très mal placée, Donc oui, moi je fais un peu, c'est ce que je disais la dernière fois, ça me dérange pas d'être pédagogue, Bon, super. Mais le drag, c'est ok, c'est le show, c'est le spectacle, c'est les performances, mais c'est aussi beaucoup de revendications. Peux-tu nous en parler ? Des revendications, il y a plein de drags qui vont faire passer des choses sur scène, il y a plein de drags qui vont faire passer des messages. Moi je sais par exemple qu'on a des drags qui vont peut-être aussi faire passer beaucoup de messages sur la transidentité par exemple, parce qu'on a des artistes drag qui sont trans. Donc il y a aussi ces messages-là, les messages de non-violence. Par exemple, on reprendra par exemple la Big Bertha dans RuPaul Drag Race première saison qui a justement dit haut et fort, ce n'est pas parce que je suis en drag que tu t'autorises à me toucher. Voilà, donc il y avait cette notion de consentement. Il y a des drags qui vont pousser les choses. Là, j'ai eu vraiment la chance de voir un numéro de Yax Ferry, qui est un drag king, avec un texte très fort, qui était sur les violences faites aux femmes, sur les violences faites aux personnes racisées, et qui était vraiment hyper intéressant. On a des drags, justement, qui sont là, qui se positionnent politiquement. C'est ça. Voilà, alors moi, personnellement, dans mes numéros, je ne me positionne pas politiquement, ça va être plus après dans l'échange.
voilà, ou dans le côté pédagogue, dans le côté revendicatif, plus dans l'échange. Le numéro, il est vraiment fait pour émerveiller, pour créer un contact, et puis créer des sensations, voilà, qu'il y a des choses qui se passent. Peut-être que plus tard, mon drag il y aura peut-être des choses qui seront peut-être revendicatrices, peut-être parce que j'ai un numéro où il y a quelque chose qui me parle et je me dis tiens, c'est le moment de le faire passer comme ça. Pour l'instant, moi personnellement, je remercie en tout cas les autres drags qui le font et qui permettent justement d'être sur scène et d'être dans la lumière pour dénoncer des choses et pour revendiquer des choses. Ouais. Et que peut-on te souhaiter sur la suite, pour la suite pour toi? Plein de bonnes choses. Ouais, pour la suite, moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir performer un peu partout. Et en tout cas, et pas forcément que dans les lieux LGBT, hein, parce que je pense qu'on a de la chance d'avoir 2 saisons de Drag Race en France qui ont bien marché et qui ont permis une visibilité au niveau de la drague. T'as l'impression que ça ouvre les consciences et que du coup ça vous donne accès à des lieux plus généralistes? Alors je ne sais pas si ça donne accès encore à des lieux plus généralistes. Je pense par contre qu'il y a un peu plus de public. C'est ça. Il y a un peu plus d'écoute. Voilà. Et en toute logique, ça devrait élargir les espaces. C'est ça. Donc mais c'est encore très compliqué à Lyon de pouvoir trouver des espaces pour pouvoir se produire. Parce qu'il y a Quel est le lieu le plus généraliste où tu t'es produite à Lyon? Plus généraliste à Lyon. Je pense que le plus généraliste, ça a été la rue. C'est fou, mais le fait de faire un street show, même si la rue est fermée, on s'attendait pas. Moi, je m'attendais pas à voir autant de monde. Ça a été l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Et c'est une fois dans la rue où j'ai vu les gens sur les fenêtres, au balcon, dans les rues. Il y a des gens qui passaient, le livreur des Deliveroo qui comprenaient pas pourquoi il était là. C'était sonorisé. C'était sonorisé, et je me disais, mais oui. Okay. Ouais. Et là, on se dit, je vais parler. Pas forcément aux gens de ma communauté, c'est ça. Mais j'ai parlé à plein d'autres. Monsieur, madame, tout le monde. Exactement, et me semble que ça doit être assez grisant. C'est hyper intéressant de se dire, on est là, et on existe, et on n'est pas que derrière la télé. Et donc, justement, ce qui serait, moi, ce que j'aimerais, c'est que, alors ça arrive de plus en plus, mais que, par exemple, déjà en cabaret, dans les cabarets, on s'aperçoit qu'il y a certains cabarets qui prennent des artistes pour de la danse, pour un peu du cancan par exemple, les French cancan, des choses comme ça, et qui font aussi appel à un artiste transformiste ou un artiste drag. Donc ça arrive, mais je me dis qu'il faudrait que ça soit de plus en plus ouvert et que tout se mélange. Mais je pense que ça va arriver, ça va faire son chemin petit à petit. On est tout ce qu'on se souhaite, qu'on te souhaite. Avec grand plaisir. Et juste, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le drag? Je pense que le plus simple déjà, c'est d'oser. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que ça peut être des fois très perturbant parce qu'on est quand même dans une société où on a accès aux réseaux sociaux et on voit énormément de drague. Je sais que ça peut être des fois très perturbant de se dire j'arriverai pas à faire ce qu'elles font, j'y arriverai jamais, des choses comme ça. Il faut avoir confiance en soi et puis surtout je pense qu'il ne faut pas hésiter à exprimer, comme je dis, c'est l'expression. Le drag, c'est pas qu'une transformation physique, c'est l'expression de soi. Et donc c'est de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on a au fond de soi, de chercher ce qu'on a au fond de soi et l'exprimer. C'est ça. Et en fait, en étant authentique, c'est ça. Ça marchera toujours et on arrivera toujours à toucher les gens. Dans toutes les expressions artistiques. C'est ça. On peut, moi je dis, si on est authentique, si on vit les choses et c'est pas grave si le make-up il est loupé parce qu'il y en aura plein d'autres. C'est pas grave si l'accroche elle se fera parce qu'il y a l'authenticité. Il y a des gens qu'à l'inverse. Il y a des gens qui ont des présences scéniques de fou et qui vont avoir un costume très simple, mais la présence scénique fait que ça va capter la personne. C'est incroyable. L'archétype, c'est le mime Marceau. Oui, sans rien dire. Il parle pas, il dit rien, il a juste un masque super basique et tout ce qui passe, c'est ça. Fantastique, quoi. Donc oui, il faut pas avoir peur. Et puis il faut pas aussi, il faut ne pas hésiter à demander. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir et moi, encore des trucs que je sais pas, je demande. Si je sais pas faire certaines choses, soit je me renseigne. Maintenant, on a de la chance d'avoir YouTube, mais de me renseigner, ou sinon de faire appel à d'autres artistes, par exemple, que je vois quand je vois par exemple une technique de maquillage en disant t'as une peau hyper lisse, c'est quoi ton secret?
Après, très souvent avec Alex, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va discuter. Je vois une photo de lui, je dis, alors ce teint est incroyable. Dis-moi ce que tu as fait, comment tu as fait, quel produit. Et on va discuter comme ça et on se donne des tips parce que forcément, moi je sais que je remercie Candy Williams, qui est quand même la grande artiste transformiste de Lyon, qui m'avait donné quelques tips aussi pour par exemple sur les seins, comment avoir des seins qui sont un peu qui ressemblent à des seins et non pas utiliser des capotes remplies d'eau par exemple ou des ballons. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on apprend. Moi je sais que j'hésite pas à demander, hein. On apprend tous les jours. C'est comme un artiste peintre, hein. Il apprend une technique, mais par contre il sait peut-être s'exprimer, mais il y a plein de techniques différentes et on en apprend tous les jours. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, alexia.carrington. Alors, Carrington, c'est Carington. Voilà, j'ai aussi un petit site internet, www.alexiacarrington.com, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi une adresse mail, si les gens veulent me contacter et veulent me proposer des choses, c'est madamecarrington, @gmail.com. Voilà. Donc Carrington, Carington, parce que c'est vrai que moi mon personnage est inspiré donc de Alexis Carrington avec 2 R, qui est une des protagonistes de la série Dynasty, qui était jouée par Joan Collins. Voilà, et qui donc il y a d'ailleurs il y a eu une nouvelle version de Dynasty avec mais j'aime beaucoup ce qu'elle dégageait, ce côté très beauté froide, un peu très impertinente. Le côté glamour, Alexis Carrington. Carrington avec un R. Moi, j'ai dû mettre un seul R parce que quand j'ai voulu m'inscrire sur les réseaux, les 2 R étaient pris. Oui, c'est logique. Donc j'ai pris avec un seul R. Donc ne faites pas la bêtise. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alexia, à vous, en tout cas. Vraiment. C'était un super bon moment. Vitesse. Ça passe super vite. Mais on est bien ici. Eh bien, tant mieux. Si tu ne pouvais pas nous faire plus plaisir. Donc, merci encore. Donc bientôt, on t'enverra le podcast et l'interview vidéo, parce que maintenant, en effet, vous pouvez nous retrouver. Voilà, la technologie. Et on incroyable. enchaîne pour le final. Si Anne nous envoie un petit final, on clôt cette belle émission. Merci encore. Merci beaucoup et on pour votre invitation. Photo, là. Oui, des photos.